Ce soir, à découverte, pas à l'effet de serre. Capsule olympique, l'ultime défi de la machine humaine, le marathon. Architecture, la tour de Dubaï à mouvement perpétuel. L'ascenseur à 150 ans. Retour. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à Découverte. Un des pires accidents que l'on puisse subir est une blessure à la moelle épinière. Si elle se produit au niveau du cou, on peut perdre l'usage de ses 4 membres. Une des avenues que les chercheurs sont en train d'explorer pour tenter de surmonter ce problème est de contourner électroniquement la blessure à la moelle épinière. Il s'agit alors d'acheminer directement les impulsions cérébrales du cerveau aux muscles des membres affectés pour leur redonner leur motricité. De la science-fiction, pensez-vous? Pas du tout. Les premières étapes ont déjà été franchies. Ceci est une connexion cerveau-machine. C'est difficile à voir, c'est microscopique. C'est un assemblage de nanotubes, une technologie qui reste à inventer. Mais une fois implanté dans votre tête, cela vous permettra de contrôler mentalement un ordinateur. Vous serez plus intelligent, vous penserez plus vite, vous aurez plus de mémoire. C'est le futur, quand des humains seront des êtres cybernétiques, des cyborgs. En 1998, Philip Kennedy a créé le premier homme-machine, Johnny Ray. Il contrôlait mentalement le curseur d'un ordinateur. Il le déplaçait sur des icônes et pouvait écrire des phrases. Il réussissait à communiquer en quelque sorte. Il a vraiment été le premier cyborg. Johnny a eu un accident vasculaire cérébral. Il était éveillé, il était conscient, mais incapable de bouger et de communiquer. J'ai implanté des électrodes dans son cerveau et lui ai redonné la capacité de communiquer. Par microchirurgie, on lui a implanté une électrode dans le cerveau, là où le cortex moteur contrôle le bras gauche. Johnny Ray était un homme très courageux. Il était constamment malade. Plaie de lit, pierre aux reins, infection aux dents, aux sinus. Il comprenait ce que nous faisions et le rôle qu'il jouait. Même quand il souffrait, c'est lui qui nous poussait à continuer. 3 jours de suite, il a réussi à déplacer le curseur et à atteindre l'objectif. Il s'améliorait de jour en jour. Je voyais qu'il progressait. En fait, il était capable d'apprendre. Cela prouvait que le système fonctionnait. Johnny Ray est aujourd'hui décédé, mais sa collaboration avec Philip Kennedy a été un point tournant en neurosciences. Comment ont-ils réussi l'exploit? Comment décoder la cacophonie du cerveau? Il faut écouter très attentivement. Ces décharges électriques que produisent les neurones ressemblent au grésillement d'une radio-onde courte. En écoutant attentivement, on perçoit des pointes sonores, des signes d'une activité accrue. C'est le langage du système nerveux. C'est comme cela que les neurones communiquent entre eux. C'est en quelque sorte l'origine de la pensée, du mouvement. Pour le neurophysiologiste, entendre ces sons, c'est comme de la musique. Pour décoder ce langage, il faut isoler chaque neurone, retracer chaque décharge électrique, en mesurer l'intensité et l'associer à un mouvement du corps, à une pensée. Mais comment intercepter ces échanges entre neurones? Comment tendre l'oreille à leur conversation? On a créé un bouquet très dense d'électrodes minces comme des cheveux. On peut regrouper entre 16 et 100 filaments de ce genre. Alors on implante par microchirurgie ces plaquettes dans différents endroits du cerveau. En 20 ans, la technique s'est améliorée. On a pu implanter ainsi près de 1000 électrodes dans le cerveau de singes et mesurer l'activité simultanée de presque 1000 neurones sur de longues durées. C'est dans le cortex cérébral, à la surface du cerveau, que sont installées les petites électrodes.
Les cellules que les chercheurs veulent étudier sont toutes dans cette mince couche de quelques millimètres. Ce sont des cellules neuronales très puissantes qui peuvent contrôler les mouvements. Dans le fond, on cherche à déduire ce qui se passe dans le cerveau à partir d'un tout petit échantillon de neurones. Vous savez, c'est comme chercher à comprendre comment fonctionne une forêt tropicale en étudiant seulement quelques arbres. Un vrai travail de détective. C'est déroutant parce que nous savons que tout est là, nous savons que les messages que nous voulons décoder se trouvent au sein des signaux électriques, mais nous ne connaissons pas les principes qui les régissent. Il faut les découvrir. Chacune de ces oscillations correspond à l'activation d'une cellule. Les oscillations se répètent parce que nous écoutons une cellule précise. Chaque fois qu'elle s'active, elle déclenche un influx nerveux d'une milliseconde ou deux. À gauche, maintenant, c'est la représentation sommaire de plusieurs neurones qui sont enregistrés en même temps. Observer cette activité d'ensemble nous permettra de développer un décodeur pour servir d'interface entre une personne paralysée et l'appareil qu'il contrôlerait. En associant les mouvements du bras et les décharges neuronales, les chercheurs ont découvert que chaque neurone commandait une direction particulière du mouvement. Un neurone émet une décharge maximale chaque fois que le bras bouge vers le haut. Il est inactif quand le bras s'abaisse. Des expériences sur des singes ont validé cette association entre les gestes et les décharges neuronales. Les chercheurs ont pu identifier des neurones précis contrôlant les mouvements du bras. Quand on considère à la fois les neurones actifs et inactifs, on peut calculer d'un instant à l'autre la vitesse du mouvement à venir. On peut voir sur un graphique la trajectoire de la main et même la prédire. Et c'est ce signal neuronal qu'on utilise pour diriger le bras robotisé de seconde en seconde. Aussi incroyable que cela puisse paraître, un singe est parvenu à se nourrir en contrôlant par son cerveau un bras robotisé. Le singe a appris à contrôler le bras par rétroaction. S'il donnait une mauvaise commande, il voyait le geste erroné du bras. Il a pu ajuster ainsi progressivement ses directives mentales jusqu'à ce qu'il réussisse. C'est presque un apprentissage automatique. Il n'obtient la récompense, la nourriture, que s'il fait la tâche correctement. Alors, il a la motivation pour s'améliorer. Si un singe peut contrôler ce bras robotisé sans bouger lui-même, pourquoi un humain qui ne peut pas bouger ne pourrait-il pas apprendre à contrôler mentalement un membre robotique? Les chercheurs ont rapidement compris tout le potentiel de cette technologie. En juillet 2001, Matthew Naegels assiste à un feu d'artifice près de chez lui. Une bataille éclate. Il est poignardé au cou. Il perd conscience et se réveille 3 semaines plus tard, quadraplégique. Une équipe de médecins m'a dit, « Matt, tu ne pourras jamais vivre sans l'aide d'un respirateur et tu ne pourras jamais marcher. » Ils ont été très, très directs. Pendant ce temps-là, tout ce à quoi je pensais, c'était de leur prouver qu'ils avaient tort. Un ensemble de 100 microélectrodes, à peine de la taille d'une aspirine pour bébé, a été implanté dans le cortex moteur de Matthew, dans la région qui contrôle son bras droit. Le technicien lui a demandé d'imaginer de bouger son bras vers la gauche, puis vers la droite, puis de se reposer. Pendant qu'on observait son activité neuronale, un neurone spécifique s'activait chaque fois qu'il imaginait bouger son bras vers la gauche. Ce signal laissait entrevoir qu'on pourrait faire quelque chose d'utile pour Matthew. C'était une découverte importante.
Les cellules du cerveau de ce patient quadraplégique semblaient se comporter comme elles l'auraient fait en absence de blessure à la moelle épinière. Nous espérions que ce soit le cas, mais nous ne pouvions en être certains sans tenter l'expérience. À la longue, je pouvais ouvrir mes courriels. Je pouvais changer de chaîne sur mon téléviseur et je pouvais en ajuster le son. Je pouvais dessiner un cercle en ne faisant que regarder l'écran de mon ordinateur. Les chercheurs m'ont dit, imagine qu'il y a une souris sous ta main droite. Je l'ai vraiment essayé comme ça. J'ai réussi à déplacer facilement mon curseur là où je le voulais. Ces essais ont duré 1 an. Durant toute cette période, Matthew a utilisé ce contrôle mental plusieurs heures chaque semaine. Il percevait le système électrode-ordinateur comme faisant partie de son bras. C'est le même principe pour la joueuse de tennis d'élite. À force de se servir d'une raquette, celle-ci devient littéralement et cérébralement le prolongement de son bras. Mon hypothèse, c'est que la raquette fait partie de son bras. Avant même de comprendre ce qui se passait neurologiquement, on voyait déjà que cela fonctionnait très bien. Si une personne perd sa jambe, c'est merveilleux de voir qu'elle peut maîtriser sa prothèse au point de courir le marathon. Après un certain temps, les personnes amputées vous disent « elle fait partie de moi ». Le cerveau commence à s'adapter, les neurones changent de vocation et apprennent à contrôler la prothèse. C'est presque comme réapprendre à marcher ou à parler. Même si ces expériences sont impressionnantes, les progrès réels demeurent modestes. On a appris à des personnes paralysées à interagir avec des ordinateurs. Mais les chercheurs souhaiteraient redonner à des malades comme Matthew l'usage de leur corps. Les signaux provenant des neurones seraient captés par des électrodes implantés dans le cerveau. Ces signaux contourneraient la zone sectionnée. Un microprocesseur placé dans la poitrine analyserait ensuite les signaux. Il les enverrait par fil directement aux muscles concernés. Le patient pourrait contracter ses muscles à volonté. Mais qu'arrive-t-il si un individu n'a plus de muscles, plus de bras? Dans le cas de la perte d'un membre, on peut imaginer l'installation d'une prothèse robotique qui serait dirigée par ces mêmes signaux en provenance du cerveau. La science-fiction a longtemps imaginé des êtres mi-humains, mi-machines. Le rêve pourrait devenir réalité. Mais un futur lointain pourrait être encore plus surprenant. Imaginez, après avoir économisé assez d'argent, vous avez décidé de plonger. Si vous voulez demeurer compétitif et avancer dans la vie, vous n'avez vraiment pas le choix. Vous devez vous faire implanter. Tout le monde le fait. Vous êtes anxieux. Après tout, on va injecter dans votre système circulatoire des milliards de nanorobots qui vont aller se fusionner à chacun de vos neurones. Mais vous serez plus intelligent, plus rapide, meilleur. Vous essayez de ne pas penser au fait que vous ne serez plus jamais la même personne. Vous savez qu'il est inutile de craindre l'avenir. Il est là. Here we go. Au retour, roulez à l'huile de patates frites. Samedi, à Petite-Rivière-Saint-François, tout le village s'illumine pour faire la fête à Annie Brocoli et ses enfants. La petite séduction spéciale Noël, samedi 19h, à Radio-Canada. Moment d'attente. Il ne reste que 22 jours. Le bye-bye de RBO, le 31 décembre, 23h, à Radio-Canada. Yeah.
Vous appréciez son allure d'enfer, sa technologie et ses performances exaltantes? Eh bien, sachez que vous n'êtes pas les seuls. L'Altima de Nissan, nommée la voiture la plus appréciée catégorie intermédiaire selon J.D. Power et associés. Explorez le riche chocolat suisse et découvrez le nougat au miel et aux amandes caché à l'intérieur. Évadez-vous. Durant le temps des fêtes, déballez une Toblerone. Signorita, essaies-tu de me briser le cœur? Non. Alors tu as laissé tomber notre rêve d'aller en Espagne? Non. Non? Mais tu as fait des achats et ta carte Air Miles, elle est restée toute seule, couchée sur le comptoir. Désolé. Désolé, ça nous donne pas des milles de récompense. Peux-tu me pardonner? Un jour, peut-être. Groupe spectacle Gillette et Live Nation présente Mamma Mia. Mamma Mia, le grand succès musical de Broadway, s'inspirant des chansons du célèbre groupe ABBA. À la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, du 8 au 13 janvier prochain. Billets en vente à la Place des Arts, sur tout le réseau admission, au 514-790-1245 ou via geg.ca. Mamma Mia. Quelle trouvaille des fêtes prévues chez Zellers? C'est le temps de les emballer avec de super cadeaux, comme cette montre Timex Eye Control qui permet le contrôle sans fil de votre iPod. C'est l'heure d'avoir l'air cool à seulement 114,97. Tout ce qui vous inquiète nous inquiète aussi. Tout ce qui grouille et grenouille dans votre ville, dans votre monde, ça nous préoccupe. Ce qui se passe très loin, ce qui se passe tout près, on vous en informe à l'instant. C'est bien meilleur le matin, avec René Aumirois et toute son équipe en semaine dès 5h30. Écoutez pour voir. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration avec Tim Hortons et sa nouvelle tasse, le cadeau qui fera la joie d'un amateur de café Tim Hortons. Avec le prix du pétrole, de l'essence, avec l'accumulation des gaz à effet de serre, on pense de plus en plus aux carburants renouvelables. Mais rouler à l'huile de patates frites, quand même pas. Quoique... C'est fait depuis le 5 novembre 2007. La Société de transport de Montréal a entrepris de mettre dans tous ses autobus 5% d'un nouveau carburant révolutionnaire. Il réduit la pollution de l'air. Il diminue aussi l'effet de serre, puisqu'il est renouvelable, made in Québec. Et comme on le fabrique avec des déchets de gras, il réduit même l'encombrement de nos dépotoirs. Ce carburant miracle, c'est le biodiesel. En fait, tous les autobus municipaux du Québec vont bientôt rouler au biodiesel, car les sociétés de transport ont regroupé leurs achats de carburant. Déjà en 2002, la Société de transport de Montréal avait fait l'essai du biodiesel pendant 1 an. Le projet avec la SCM a été le plus important projet de démonstration d'utilisation de biodiesel en Amérique du Nord par une société de transport. Depuis ce temps-là, plusieurs sociétés l'ont essayé et aujourd'hui, il y a à peu près une 50aine de sociétés de transport en Amérique du Nord qui ont commencé ou sont sur le point de commencer l'utilisation du biodiesel. En effet, on a vite constaté que le biodiesel réduit la pollution des autobus. Une pollution qui est surtout attribuable à la mauvaise combustion du carburant diesel. L'échappement d'un autobus est donc riche en particules de suie cancérigènes, en monoxyde de carbone toxique et en vapeur de combustible qui contribuent au smog. Or,
Dès qu'on ajoute 5 de biodiesel dans un autobus, il émet moins de fumée noire. Ses émissions de monoxyde de carbone baissent de 10 et les vapeurs d'essence imbrûlée diminuent même de 25 Tout cela parce que le biodiesel contient de l'oxygène. Il améliore la combustion dans le moteur. Et l'amélioration est encore plus spectaculaire dans les vieux moteurs, plus polluants, qui n'ont pas d'injecteur électronique. En plus de tout ça, le biodiesel est rentable pour une flotte d'autobus. Il est tellement onctueux qu'il réduit l'usure des moteurs. Depuis quelques années, on a diminué le souffle dans l'essence. On a moins de souffle, il y a l'usure prématurée des moteurs. Donc, en mettant du biodiesel, on va augmenter la durée de vie des moteurs. Donc, on récupère ce qu'on rajoute au niveau là, du prix de l'achat. Et pour la société en général, le biodiesel a l'avantage d'être un carburant renouvelable. Cela veut dire qu'il est inépuisable. On le fabrique à partir de déchets de viande nauséabonds, dont on récupère le gras qui, autrement, se retrouverait au dépotoir. Ou encore à partir d'huile de friture noircie, dont des milliers de restaurants veulent se débarrasser. Tout cela aboutit dans cette usine de biodiesel près de Montréal, sur la rive sud du Saint-Laurent. Cette première usine du genre au Canada appartient à la société Rothsay, une filiale du groupe alimentaire Maple Leaf. Maple Leaf s'est lancé dans le biodiesel en 1999 par rapport à la fermeture des marchés d'exportation pour le grand animal à cause de la maladie de la vache folle. Ainsi, ils ont décidé de développer cette possibilité-là d'utilisation et de revalorisation du grand animal dans d'autres marchés qui ne comportaient pas ce risque-là. L'usine peut transformer en biodiesel n'importe quel gras, végétal ou animal. Il suffit de briser les molécules de gras avec du méthanol, un alcool. Cela donne du biodiesel et un peu de glycérine. Une tonne de gras animal donne une tonne de biodiesel. Le ratio est environ 1 pour 1. Ah bon? Oui. Oui. Puis le méthanol qu'on y rajoute équivaut à peu près à la quantité de glycérine qu'on en sort. C'est une équation facile. Enfin, l'aspect le plus bénéfique du biodiesel, il ne réchauffe pas le climat. Le gaz carbonique qui est rejeté de l'atmosphère quand on brûle le carburant sera réabsorbé par les plantes et les animaux avec lesquels on va fabriquer d'autres biodiesels. C'est toujours le même gaz qui sera à nouveau rejeté à l'atmosphère et réabsorbé, sans augmenter l'effet de serre. Au contraire, quand on brûle du pétrole, on émet du gaz carbonique qui était retenu dans le sol depuis des millions d'années. Cette fois, on augmente la quantité de gaz, on accroît l'effet de serre et on réchauffe la planète. Même si le carburant des autobus contient à peine 5 de biodiesel, il faut savoir qu'un autobus montréalais consomme 67 litres au 100 km. Et ils sont nombreux. L'économie qu'on reçoit au niveau des effets de serre représente à peu près 1300 voitures de moins seulement pour la STM en économie. Au Québec, cet achat groupé des sociétés de transport en commun représente un déblocage majeur pour l'industrie du biodiesel. À cause de ce contrat, en effet, une première société pétrolière peut maintenant offrir à sa clientèle du biodiesel ainsi que de l'huile à chauffage biologique. Pour la société Olco, cela exigeait des aménagements substantiels à son terminal de Montréal-Est. C'est qu'à l'état pur, un biocarburant gèle plus facilement qu'un diesel ordinaire pendant l'hiver. Il faut un réservoir spécial. C'est celui qui est couvert par la tôle d'aluminium qu'on voit ici qui cache l'isolation. Et la raison pourquoi il est isolé, parce que le biodiesel à l'état pur, il doit être chauffé. Alors on voit très bien les précautions d'usage qu'on prend, à part le chauffage et l'isolation. Vous voyez du côté, il y a un mélangeur pour garder l'homogénéité du produit. Et par-dessus, on voit l'écosystème de contrôle des valves pour l'azote.
parce qu'on garde une couverture d'azote par-dessus la surface pour s'assurer qu'il n'y a pas d'oxydation ou de détérioration de produits. Le biodiesel pur est aussi un excellent solvant. Il ramasserait toutes les saletés accumulées dans la tuyauterie existante. Il a donc fallu prévoir une tuyauterie indépendante et chauffée jusqu'à l'unité de chargement. Et comme le mélange se fait uniquement au moment de charger le camion, on peut ajuster le dosage selon les besoins du client. Maintenant, les entreprises d'huile à chauffage et de transport routier ont enfin accès au carburant biologique. Le Conseil québécois du biodiesel voit l'avenir avec optimisme. Actuellement, au Québec, il y a au moins 5 ou 6 projets d'études de faisabilité pour voir s'il y aura construction d'usines de biodiesel pour se rajouter à la production actuelle. Je prévois que d'ici juin 2008, on devrait probablement voir l'annonce de 1 ou 2 projets d'usines de biodiesel pour être construites au Québec. Dans les prochains jours, en décembre 2007, 2 stations-service montréalaises offriront même du biodiesel au grand public, camionneurs et automobilistes. Pour chacun de nous, ce peut être un moyen de ralentir le réchauffement de la planète. Le marathon, une course de longue haleine, plus de 42 km. Les meilleurs courent à plus de 20 km/h. Une course d'enfer qui allie rapidité et endurance. Comment les marathoniens font-ils pour courir si vite, si longtemps? Où prennent-ils leur énergie? C'est une affaire de fibres musculaires. Nous possédons tous 2 principaux types de fibres musculaires, les fibres rapides et les fibres lentes. À l'intérieur des muscles, on retrouve ces fibres côte à côte. La fibre lente est rouge, car très vascularisée. La fibre rapide est plus pâle, c'est la fibre des sprinteurs. Ces fibres sont capables de produire beaucoup de puissance en peu de temps. Par contre, elles se fatiguent rapidement. Elles constituent 80% des muscles des sprinteurs. Chez les marathoniens, c'est la proportion contraire, 80% de fibres lentes. Elles sont moins puissantes, mais capables de maintenir un effort soutenu pendant très longtemps. La fibre lente doit son endurance à l'apport d'oxygène par le sang pour brûler les sucres et les gras. C'est un effort aérobique. Plus l'athlète sera en mesure de fournir de l'oxygène aux muscles, plus il pourra courir rapidement et longtemps. C'est pourquoi le coureur de fond possède un cœur puissant. Ses parois sont plus épaisses qu'un cœur non entraîné. Il se contracte avec plus de force. À chaque contraction, il peut propulser jusqu'à 2 fois plus de sang. Un sang riche en globules rouges, les cellules qui transportent l'oxygène. Plus le cœur est puissant, plus le sang est riche en globules rouges, meilleure sera la performance. Lors d'une course, le marathonien doit gérer son niveau d'énergie et s'assurer de toujours courir un peu en deçà de son maximum pour ne pas s'épuiser. Autre facteur, les sucres dont l'athlète tire l'énergie peuvent venir à s'épuiser. À court de carburant, les marathoniens amateurs rencontrent alors le fameux mur. Vers le 30e kilomètre, il n'y a plus d'énergie. Chaque enjambée est difficile. À ce moment-là, le corps doit se connecter sur un autre réservoir, les graisses. Mais l'organisme est réticent à le faire. Avant que le branchement s'opère, il peut y avoir un passage à vide. Les marathoniens de haut niveau ne rencontrent pas ce problème. Chez eux, à force d'entraînement, le passage aux graisses se fait plus facilement.
Et lorsque le fil d'arrivée approche, le marathonien a souvent encore de la réserve pour donner un dernier effort et se mériter la récompense suprême, le tour d'honneur. Là, c'est la fierté qui le propulse. Au retour, vivre dans un gratte-ciel en mouvement. Cet automne, tout le monde en a parlé. C'est pas si fou que ça que de givrer les bêtes. Les gros, on veut pas les voir pendant qu'ils maigrissent. On veut les voir après. Je trouve que l'homme est rendu très, très moumoune. Qu'est-ce que la moumoune en pense? J'ai pas de caniche, moi. T'es méchant. En quoi Brad Pitt est meilleur que toi? Je pense à Angelina Jolie, malgré que ma blonde, c'est bien mieux. Tout le monde en parle. Les meilleurs moments ce soir 20h à Radio-Canada. Bienvenue dans le monde des rides. Et de l'ostéoporose. Je suis trop jeune pour ça. Après 50 ans, une femme sur 4 va en faire. Caltrate Plus, calcium et vitamine D pour aider à garder les os forts et prévenir l'ostéoporose. Caltrate aide à garder les os forts. Si vous pensez qu'un rhume va m'arrêter, vous ne me connaissez pas. Et vous ne connaissez pas Advil. Advil Rumicinus. Aussi efficace pour le rhume qu'Advil l'est pour la douleur. Voici le pouvoir de Phantom. Fusion Power Phantom de Gillette. Le Fusion Power est si perfectionné que vous sentirez à peine les lames. Le rasage peut occasionner une friction inconfortable. Faites l'expérience de Fusion Power. Des micropulsations apaisantes vous aident à réduire la friction et améliorent le glissement du rasoir. Vous sentirez à peine les lames. Vous sentirez vraiment la différence. Le confort de 5 lames, plus la précision d'une seule. Fusion Power Phantom. Gillette, la perfection au masculin. Savourer la vie à deux, c'est toujours mieux. Enfin, presque toujours. La nouvelle Primea Cappuccino de Saeco. Une seule touche, 2 cappuccinos. Saint-Hubert. Mais là, j'ai pas commandé de poulet, moi. Alors, c'est une joke. J'ai pas peur de la nuit ni du jour, encore moins de la vie et de l'amour. Avec toi dans ma vie à chaque jour, avec toi dans ma vie à tous les jours. Céline Desrosiers. Méchant défi. Céline, c'est ma cousine. Quand j'ai vu son nom sur le papier de notre fiche de Noël, j'avais rien qu'envie d'en piger un autre. Ah, je l'aime, là, mais sur le coup, je savais pas ce que je pourrais y acheter avec 30$. Mais avec ce que j'ai trouvé, elle va penser que j'ai défoncé le budget. Hey, dis pas que je l'ai pigé, là. Pour des cadeaux de qualité et à bas prix de tous les jours. Bienvenue chez Walmart. Imaginez un gratte-ciel en perpétuel mouvement, magnifiquement écologique et qui soit en même temps une centrale énergétique. Du délire? Non. C'est l'œuvre visionnaire de l'architecte italien David Fischer. Bienvenue dans le monde du futur. Cet édifice innovateur fait partie d'une nouvelle vision de l'architecture contemporaine, l'architecture dynamique. Comme la vie, cet édifice est en mouvement. Pour la première fois, un gratte-ciel n'est plus statique, mais s'articule dans la 4e dimension, le temps. L'édifice comportera 59 étages qui peuvent tourner séparément. Les étages changeront à toutes les secondes et modifieront la forme même de l'édifice.
L'architecture dynamique propose donc un édifice en perpétuelle transformation. Imaginez déjeuner avec le lever du soleil et souper devant le coucher du soleil sans avoir à quitter votre pièce. Cet édifice résidentiel cache une véritable centrale énergétique. Entre chaque étage se trouvent des turbines qui vont générer plus d'1 million de kilowattheures d'énergie. Cela rendra l'édifice totalement autosuffisant sur le plan énergétique, car ces turbines sont en fait de véritables éoliennes. Elles produiront tellement d'électricité que les surplus pourront alimenter 5 gratte-ciels de taille comparable ou bien éclairer une partie de la ville. L'édifice sera assemblé sur place de façon modulaire. Ces unités préfabriquées seront construites en usine. Seul le pilier central en béton sera érigé sur place et contiendra l'électricité, la ventilation, la tuyauterie et les ascenseurs. Comparativement à un édifice classique, cette approche en modules préfabriqués assurera un contrôle de la qualité. Résultat, un temps de construction beaucoup plus court et des économies. La construction prévoit également des matériaux écologiques, ce qui en fera un édifice vert. Ce projet futuriste est né à Milan, cité des arts, de la mode et des technologies. La première tour sera construite à Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis. Une autre tour est prévue pour Moscou. L'architecture dynamique risque de révolutionner la silhouette de nos villes. C'est à New York, il y a 150 ans, qu'entre en service le premier ascenseur transportant des humains. L'ascenseur monte 5 étages de ce magasin de porcelaine. Ce faisant, il marque le début de la conquête verticale, qui va complètement transformer l'aspect de nos villes. Jusque-là, l'ascenseur était uniquement réservé au transport de marchandises. Les gens avaient bien trop peur de risquer leur vie en empruntant ces monts de charge. La révolution s'est produite 4 ans plus tôt, en 1853, lors de l'exposition internationale de technologie au Crystal Palace de New York. What I expect to show you today, I consider an astonishing achievement in industrial safety. C'est à ce moment qu'Elisha Otis, un mécanicien, dévoile au monde le tout premier mont de charge sécuritaire pour les humains. Pour prouver qu'il n'y a plus aucun risque, l'inventeur se fait hisser sur une plateforme de marchandises. Arrivé au sommet, il demande à son assistant de sectionner le câble. Thomas, cut the rope. La foule de curieux est stupéfaite de voir que la plateforme s'immobilise instantanément au lieu de se fracasser au sol. Son invention était pourtant toute simple. Elle comportait une crémaillère en acier et un ressort de charrette fixé au-dessus du mont de charge. Lorsque son assistant sectionne le câble qui retient la plateforme, le ressort s'engage automatiquement dans la crémaillère. Il freine sa chute sur quelques centimètres. Elisha Otis venait d'inventer le premier frein d'ascenseur. Malgré ce progrès technologique, on mettra beaucoup de temps à vaincre cette peur de tomber. La compagnie Otis propose une nouvelle approche. Au lieu de tirer la cabine par un câble, on la pousse vers le haut à l'aide d'un piston hydraulique. Le problème, on doit creuser un trou sous l'édifice pour placer le piston. Ce puits doit être aussi profond que l'édifice est haut, ce qui limite considérablement la hauteur des immeubles. L'arrivée du moteur électrique, en 1889, plus petit et compact, va accélérer cette conquête verticale. La compagnie Otis marquera un autre grand coup lors de l'exposition universelle de Paris.
Elle parvient à construire le premier ascenseur incliné dans les contreforts de la Tour Eiffel. Les spectateurs sont conquis. L'impulsion est donnée. On veut aller toujours plus haut. En moins de 100 ans, New York passe de 5 à 10, puis 30 étages. Les villes sont de plus en plus densément peuplées. La hauteur devient une question de prestige. Aujourd'hui, les ascenseurs modernes atteignent des vitesses étonnantes. Certains des plus rapides, comme ceux de la tour du CN à Toronto, roulent à plus de 6 mètres par seconde. Il faut moins d'1 minute pour accéder au sommet. Plus les édifices montent, plus les ascenseurs deviennent un moyen de transport indispensable. On estime que les ascenseurs aux États-Unis parcourent plus de 4 milliards de kilomètres par année. Grâce à l'invention du frein d'Elisha Otis, la conquête verticale se poursuit. Au retour, l'homme qui aime les fourmis. Lundi. Toute la vérité, Aurore. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Sa femme est encore sur son lit d'hôpital, puis il rentre des fois une nouvelle femme dans la maison. Ça ne nous regarde pas. Pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. La vérité n'est pas de ce monde, ma chère. Dieu seul sait tout. Pire impuissant que celui qui ne veut pas comprendre. Après ce sermon doit commencer l'oubli. J'oublierai jamais. Aurore, en primeur, lundi 19h30. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? À Radio-Canada. Je m'appelle Robert Neville. Je suis un survivant habitant la ville de New York. Si quelqu'un m'entend, je vous en prie. Je suis une légende. Le vendredi 14 décembre. Un cappuccino authentique. Comme on en sert dans les petits cafés. Une nouveauté de Nescafé. Boss, parfum pour homme. Les premiers pas. La vie en est pleine. Saisissez-les tous avec l'appareil primé D40 ou D40X de Nikon. Votre premier appareil réflexe numérique au plus bas prix jamais vu. Juste à temps pour les fêtes. Commencez à prendre les photos dont vous avez toujours rêvé avec l'appareil primé D40 ou D40X de Nikon. Votre premier appareil réflexe numérique au plus bas prix jamais vu. Juste à temps pour les fêtes. Chez Saab, c'est la fierté qui nous pousse à redéfinir, redessiner et tout repenser. Avec une seule chose en tête, l'équilibre parfait entre le design et la performance. La nouvelle 9.3 2008 de Saab. Hey, hein? Il semble que ta vieille télé, là, elle flash plus de même, hein? Joyeux Noël. C'est l'événement Noël chez Bro & Martineau. Ce téléviseur ACL 19 pouces est à 349 $ et ce micro-ondes de 1,2 pieds cubes, 149 $. Payé en 36 versements sans intérêt. Bro & Martineau, on s'occupe de vous.
Les fourmis sont des insectes fascinants. Elles forment des sociétés très complexes qui manifestent une forme d'intelligence collective. Et elles jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes. Au Québec, un homme a développé une telle passion pour l'étude des fourmis qu'il en a découvert des dizaines d'espèces et collectionné des centaines de milliers d'individus. C'est une pulsion irrésistible. Même ici, sur les rives du Saguenay, il ne peut s'empêcher de quitter les sentiers battus. Il a passé une bonne partie des 45 dernières années à quatre pattes, à fouiller le sol, à la recherche de ces fourmis. Ah, c'est plus fort que moi. Ah oui, il faut que j'en ramasse un peu. Ouais, l'année passée, je suis allé prendre des vacances en Espagne, en Andalousie. Ben, j'ai ramassé un peu de fourmis. Mais pas trop, parce que, bon, ma compagne aimait moins ça. Bien qu'il ait officiellement la retraite depuis 5 ans, M. Franqueur continue de faire des récoltes. Elles sont installées dans cette pièce de bois-là, en partie, dans le sol. Son sujet d'étude est tellement abondant qu'il lui arrive d'en écraser quelques-unes. Ce n'est pas grave, dit-il. Elles sont tellement nombreuses que le poids combiné des fourmis dépasse celui de tous les animaux à sang chaud de la planète. Plus lourd encore que les éléphants, les baleines et les humains mis ensemble. Si pour bien des gens les fourmis sont une nuisance, pour M. Franqueur, les fourmis sont au sommet de l'évolution. Ouais, bien choqué, là. Ben, lâche-moi. Le sommet de l'évolution, c'est caractérisé par des espèces qui vivent en société. Alors, dans le cas des invertébrés, on dit aujourd'hui, il y a un consensus, c'est les fourmis qui sont le sommet de l'évolution. Puis, dans le cas des vertébrés, bien, on dit c'est les singes supérieurs, y compris supposément l'espèce humaine. Au fil des ans, André Franqueur est devenu une sommité internationale dans le petit monde des myrmicologistes, les spécialistes des fourmis. Il a amassé la plus grande collection de fourmis au Canada. Plus de 300 000 spécimens sont épinglés dans ses cabinets à l'Université du Québec à Chicoutimi. Chacune est soigneusement identifiée. Certaines portent même son nom. Alors, la francorie, elle est? Ben là, c'est... Attends un peu, là. Pilicornis, ça s'appelait. Elle est ici. Ah, c'est son ancien nom, Pilicornis. Vois-tu, j'y ai pas encore changé son nom. Moi, comme auteur, je peux pas me nommer. OK. Alors, mais il y a une fourmi qui a été changée de nom et qui a mon nom. Mais c'est une fourmi de Californie. Pas de fourmi du Québec. Elle s'appelle comment? Formica franquerie. Son travail en est un de détective. Comme spécialiste de la taxinomie, il cherche de tout petits indices qui permettront d'identifier les espèces. Il compte leur nombre de poils. Il examine leurs mandibules et extrait leurs organes génitaux pour arriver à les différencier. Mais il arrive des situations où les différences sont pas coupées au couteau comme ça. Et là, on est obligé de prendre un groupe de caractères pour être capable de poser un diagnostic. Là, ça devient un peu plus délicat. Lorsqu'il a commencé son travail de recherche, on estimait qu'il y avait une vingtaine d'espèces différentes de fourmis au Québec. On en dénombre aujourd'hui plus d'une centaine. Pour partager sa passion, M. Franqueur s'apprête à publier le premier guide complet des fourmis du Québec. Son objectif, redorer l'image des fourmis. On est habitué de trouver beaux les papillons, les oiseaux, mais ça se voit facilement. Tandis que les petits invertébrés, les petits insectes, bon, comme les fourmis en général, ben c'est moins visible, c'est moins facile de les observer. Alors, en publiant des volumes comme ça, ben ça permet de piquer la curiosité du public, puis de voir que ben, dans la nature, il y a beaucoup de choses belles qu'on ne voit pas nécessairement du premier abord.
Monsieur Franqueur est un militant infatigable qui continue de se battre pour ses fourmis. Le problème, c'est qu'il n'a pas de relève. Il est le dernier gardien de sa collection et encore aujourd'hui, il ne sait pas à qui il va léguer son héritage. Normalement, elle devrait aller dans un musée de sciences naturelles, mais au Québec, on n'a pas encore de musée de sciences naturelles. Alors, ce que je souhaite, moi, c'est qu'elle reste ici à l'Université du Québec à Chicoutimi, parce que c'est ici qu'elle a été développée. Alors, ce qu'on espère, c'est pouvoir lui donner un statut officiel pour qu'elle puisse être entretenue et utilisée. Alors, si c'est pas possible ici, bien, on va essayer de trouver une solution ailleurs au Québec. Et si c'est pas possible au Québec, bien, elle va s'en aller à l'Université Harvard. Les fourmis de M. Franqueur pourraient donc se retrouver à l'Université d'Harvard, qui possède la plus grande collection de fourmis au monde. Est-ce que ça vous briserait le cœur de voir la collection quitter le Québec? Énormément, parce que c'est quand même avec l'argent du peuple québécois que cette collection-là a été développée. Alors mes recherches ont été financées par l'argent public, alors ça serait dommage que ça s'en aille ailleurs. Ça fait partie de notre patrimoine. Alors, je pense pas qu'elle va quitter le Québec. Il y a des solutions qui sont envisageables. Il y a d'autres institutions. Mais moi, mon souhait, c'est qu'elle reste d'abord ici. Il y a en fait beaucoup de solutions québécoises. L'Insectarium de Montréal aimerait avoir sa collection. Mais M. Franqueur refuse, car, dit-il, on n'y ferait pas assez de recherche fondamentale. L'Université du Québec à Chicoutimi souhaite aussi la garder. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas faire un musée de sciences naturelles. Vous savez, au Québec, tous les patrimoines sont en difficulté. Donc, on a un problème culturel de ce côté-là. Alors, imaginez si c'est vrai pour les églises, si c'est vrai pour les œuvres d'art. Imaginez quand on arrive maintenant au niveau scientifique, où la science, la culture scientifique n'est pas encore incluse dans la culture au sens large. Alors, on a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Au retour, don d'organes. Où se situe la limite de la mort? Un aperçu. Mercredi. Sur un plateau, ce que je préfère, évidemment, c'est le jeu des acteurs. Ça, c'est la magie. Visitez les coulisses de l'Âge des Ténèbres en compagnie de Marc Labrèche, Sylvie Léonard, Diane Kruger, Rufus Wainwright, Véronique Cloutier, Thierry Ardisson et Macha Grenon. L'Âge des Ténèbres sur le plateau de Denis Arcand, mercredi 20h à Radio-Canada. Chez Jean Coutu, vous pouvez payer tous vos achats des fêtes avec vos 1000 de récompenses Air Miles. Vous pouvez même les échanger pour une carte cadeau. Cette année, payez vos achats des fêtes avec vos 1000 de récompenses Air Miles seulement chez Jean Coutu. Plus en contrôle que jamais, le torrent de Pontiac. Découvrez la nouvelle Mars au chocolat noir sans arachide. Avec son délicieux cœur de nougat et de caramel, c'est une Mars en plus noir. Des cheveux gras, des pellicules, il y a de quoi vouloir être ailleurs, disparaître. Essayez le shampoing Head & Shoulders Brise d'agrumes. Il combat les pellicules et aide à contrôler l'excès de gras pour des cheveux sans pellicules visibles, légers, magnifiques. Le shampoing Head & Shoulders Brise d'agrumes. Chez Jean Coutu, avec vos 1000 de récompenses Air Miles, vous pouvez payer tous vos cadeaux des fêtes. Celui de François, de Sylvie et même de Roland. Cette année, payez vos achats des fêtes avec vos 1000 de récompenses Air Miles seulement chez Jean Coutu. Bonjour, je suis Simon. Maxime. Bienvenue à Critique en primeur. On regarde tout de suite un extrait. Obtenez en grande primeur La vengeance dans la peau.
sur DVD ou HD DVD. Ce mardi seulement, le DVD simple est à 19,99. Je donne 5 sur 5. Moi, 10 sur 10. 20 sur 20. Infini plus 1. Plus de gens ont choisi LASIK MD que toute autre clinique pour la correction de la vue au laser. Pour pratiquer les sports, ou encore mieux au travail, ne plus avoir besoin de lunettes ou de verres de contact, je pense que c'est une grande liberté que la plupart des gens devraient pouvoir en profiter. On utilise des technologies les plus avancées pour donner les meilleurs résultats possibles à nos patients. Mais je pense que c'est important que le prix soit abordable pour que les patients puissent jouir d'une chirurgie qui peut changer complètement leur vie. LASIK MD, l'excellence à votre portée. Le moment que vous attendiez est arrivé. C'est l'événement de l'année Ford, avec des prix ajustés à la baisse. Sur un grand choix de modèles, recevez jusqu'à 5 000 $ en remise de livraison. Profitez aussi de la prime électronique de 1 250 $ et d'un taux de financement à l'achat de 0 % jusqu'à 36 mois sur un grand choix de modèles. Et si vous pensiez à une fusion, c'est le temps. Vous ne reverrez pas une telle offre de sitôt. Visitez votre conseiller Ford ou Ford.ca dès maintenant. Jeudi. On sait ce que c'est la discrimination, c'est le fait de ne pas être respecté. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse une expérience sur la discrimination? Oui! Les petits sont supérieurs, sont plus intelligents, sont plus créatifs. La leçon de discrimination. Un documentaire choc gagnant de prix nationaux et internationaux. Enquête, jeudi 21h à Radio-Canada. La semaine prochaine, à Découverte, nous aborderons un sujet délicat. À quel moment les médecins peuvent-ils déclarer la mort d'un patient en vue de prélever ses organes? La destruction du tronc cérébral signifie la mort du cerveau et donc la mort de l'individu. C'est comme si la tête était séparée du corps. Le sang n'atteint même plus le cerveau. Le prélèvement est alors possible. Le corps du patient est maintenu sous respirateur jusqu'au dernier moment. Dans ces conditions très contrôlées, les organes sont irrigués et en parfait état. Le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, les reins, l'intestin grêle. Un seul donneur peut sauver jusqu'à 8 vies. La mort cérébrale est un état très particulier et les donneurs sont peu nombreux. Au Québec et en Ontario, depuis un peu plus d'1 an, une approche permet de prélever les organes chez une autre catégorie de donneurs. Le don d'organes, dimanche prochain, à Découverte. Soyez des nôtres. L'évolution de l'univers. Ne manquez pas le magazine d'actualité et de culture scientifique Les Années-Lumière avec Yannick Villedieu et son équipe tous les dimanches à midi sur la première chaîne de la radio de Radio-Canada. Voilà, c'est ainsi que se termine l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Au revoir et à la semaine prochaine.